Le miel, propriété et usage thérapeutique. Je vous fais cette présentation tout simplement parce que au cours de mon parcours de vie, j'ai eu la formidable opportunité et chance de pouvoir m'initier à l'apiculture et à l'apithérapie. Donc, j'ai découvert l'univers des abeilles, qui est un monde à part entière au sein de notre propre monde à nous. Donc, c'est vraiment un monde à part qui est absolument fascinant. Donc, le miel est présent dans l'histoire de l'humanité depuis, je dirais depuis que l'homme existe et même antérieurement, puisque, alors ça, je vais le pousser parce que je ne vois plus rien, bien entendu, ok, puisque les les abeilles sont apparues 65 millions d'années avant l'humain, sachant que apparemment le premier hominidé découvert est Tournaille, qui en Chine, je crois de mémoire, a, lui, 7 millions d'années. Donc, les abeilles nous précèdent depuis une longue date. Alors, on retrouve des traces de l'apiculture sur des dessins rupestres africains en Espagne et en Inde. Donc, ça veut dire que la domestication des abeilles remonte au néolithique, avec l'élaboration des premières ruches, en particulier qui étaient faites à base de roseaux tressés à peu près entre 9000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une vieille histoire entre, pardon, cet insecte et l'homme. Alors, pour les Égyptiens, le miel était considéré comme les larmes du dieu Ra, et l'abeille symbolisait vraiment le principe pharaonique en Basse-Égypte et au niveau du delta du Nil. Il y a un papyrus qui a plus de 1500 ans avant Jésus-Christ qui mentionne déjà les nombreuses préparations thérapeutiques qui étaient effectuées à partir du miel. Et c'était un mets royal, c'était un mets de luxe. Il faut savoir aussi que la cire entrait dans la composition pour faire les embaumements, et le miel servait d'offrande pour le voyage de l'âme du pharaon. Il est important de noter que il y a donc des pots avec du miel qui ont été retrouvés dans les tombes de pharaons, et que ce miel était encore consommable. Il était encore de très très bonne qualité et paraît-il même excellent. Donc le miel avait gardé toutes ses propriétés, était toujours un produit vivant plusieurs millénaires après avoir été récolté. Donc c'est ce qui prouve que ça en fait vraiment un produit à part. En Grèce aussi, les abeilles étaient vénérées, tout comme le miel. On appelait Zeus l'homme abeille parce il aurait été nourri au lait et au miel à l'origine. Et de même, il a toujours été prisé pour ses qualités gustatives, on va dire, et surtout thérapeutiques. Donc le miel, à travers l'histoire, comme vous pouvez le voir, c'est surtout un produit thérapeutique. À Éphèse, donc justement, on retrouve la statue donc d'Artémis avec les fameuses abeilles. On retrouve ça aussi à Rome, à Fribourg, au Louvre. Donc, vous voyez que ce côté imprégnation de la culture de l'abeille est vraiment très important. À Rome, idem. On retrouve des fresques où justement on voit des hommes euh, justement utiliser l'apiculture. Et en fait, c'était quasiment même une monnaie d'échange. Et un terrain agricole possédé de ruches avec d'abeilles et justement il fabriquait pas, mais proposait récolter du miel, plus l'agriculteur était considéré comme le maître, le dominum. C'est dominum, je crois, de mémoire, hein, mes cours de latin remontent au calendrier grec, elle aussi. Le domino, ou je ne sais plus, peut-être, bon, allez, je vais arrêter sur le latin, je suis pas bonne. En fait, plus le maître était considéré comme un notable, un homme riche, donc au poids du miel. Donc, l'apiculture, c'est partout sur la planète. En Afrique, en Inde, en Palestine et en Scandinavie. Moi, quand j'ai découvert que ça existait même dans les pays froids, dans les zones froides, eh ben, moi aussi, j'étais la première à être surprise. Donc, en Europe, il faut savoir que actuellement, c'est la Roumanie qui est pionnière concernant justement l'exploitation thérapeutique du miel et des abeilles. On traite des
tas de choses avec. On traite des troubles auditifs par le vrombissement des abeilles. Alors moi, j'ai fait l'expérience lorsque j'avais mes ruches, justement de poser mon oreille contre la ruche. C'est une sensation qui est très particulière et c'est vraiment très impressionnant. On traite des affections respiratoires et allergiques par l'air de la ruche. Il y a des systèmes où les ruches sont reliées, il y a un système avec une grille qui empêche justement que les abeilles puissent rentrer dans le tuyau avec un masque et on respire directement l'air de la ruche qui est un air stérile. C'est extrêmement important de le comprendre. On va traiter les affections rhumatismales, neurologiques et autres, en particulier avec le venin de l'abeille. Donc, il y a des techniques pour prendre les abeilles, piquer avec. Moi, je suis pas pour parce que justement, l'animal, comme vous le savez, quand une abeille pique, elle perd son dard et elle meurt. Et il y a des systèmes qui existent aux entrées des ruches qui font que l'abeille prend une petite décharge électrique et va vider, perdre son venin. C'est pas non plus très respectueux de l'animal. Donc, et in fine, je vous donne l'information de suite, pour l'avoir expérimenté et l'avoir vu. J'ai remarqué, suite à mon expérience en médecine chinoise et donc en acupuncture, que lorsqu'une abeille vous pique, en fait, c'est elle vous piquera toujours sur un point d'acupuncture. C'est automatique parce que les abeilles ont la capacité de capter l'aura et de capter ce qui ne va pas chez les gens. Et donc, elle va piquer pile poil où il faut. Et les abeilles qui vont vous piquer, ce sont des abeilles qui sont en fin de vie et qui savent qu'elles ont peu de probabilité d'arriver à retourner à la ruche. Une abeille ne vous piquera jamais volontairement pour vous nuire. Alors, l'histoire a évolué et du miel, on est passé au sucre. Parce que le sucre, ben, c'est quand même quelque chose de très addictif. Et en fait, le sucre, c'est dans l'histoire, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ, avec Alexandre le Grand, où on commence à évoquer tout ce qui concerne le sucre de canne et par rapport à celui qui poussait qui a été découvert par justement Alexandre le Grand durant ses conquêtes, dans le Golfe Persique. Donc, le sucre de betterave est une invention du XVIIIe siècle et qui s'est répandue avec l'époque napoléonienne. Et actuellement, c'est celui qui est le plus consommé malgré ses effets délétères. C'est pour ça que je vous ai mis cette couverture d'un livre qui est pas tout jeune comme vous pouvez le voir. Donc, l'assassin est à votre table. Si vous voulez savoir ce que sont les effets du sucre, ben Google est votre ami. Vous verrez que c'est pas génialissime, hein. Alors, le sucre. Le sucre de canne et le sucre de betterave sont composés essentiellement de deux molécules, de deux oses, qui sont des sucres composés, donc de saccharose. Donc, le saccharose est assimilable par l'organisme uniquement après transformation par l'organisme. Donc, ça demande un gros travail à l'organisme de pouvoir l'assimiler. Les miels sont composés de fructose ou de glucose, plus ou moins aussi d'un mélange glucose-fructose, et quelques-uns sont composés de saccharose. La seule différence entre le miel et le sucre que vous allez consommer, le sucre de table, c'est que le miel est un sucre digéré, prédigéré par les abeilles. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, comment est fabriqué le miel? À partir de quoi? Il est fabriqué à partir du nectar des fleurs. Il est composé d'eau, de sucre, donc fructose, glucose dominant ou saccharose dominant, d'acides aminés, d'enzymes et des lipides, des mucilages, des acides organiques, des phosphates, des vitamines, des ions, des minéraux et des antioxydants. C'est facile à comprendre. La plante tire ses substances nutritives du sol, donc forcément, on va les retrouver où? On va les retrouver dans la plante. Pourquoi y a-t-il du sucre dans le nectar? Tout simplement, l'abeille est un animal pollinisateur, donc il faut la charmer. Pour la charmer, les fleurs vont faire, la plante en elle-même va faire usage de différents subterfuges comme sa couleur, sa forme, son odeur, mais aussi le sucre qui va donner envie à l'abeille de venir le consommer. Donc c'est tout un cercle vertueux qui a été créé au départ par la nature pour justement permettre à l'abeille de venir au cœur de la fleur récupérer ce nectar et elle va ensuite être recouverte de pollen
qui est le spermatozoïde de la plante et qui va le disséminer de fleur en fleur pour justement polliniser, permettre la fécondation des autres fleurs. Alors, les bonnes conditions de récolte du nectar. Une abeille, ça pèse à peine 2 grammes. Donc, vous imaginez que par grand vent, elles ne vont pas sortir. Donc, il faut un vent quasi inexistant. Il ne faut pas de pluie parce qu'une abeille qui se prend une goutte de pluie sur la tête, ben, elle est éclatée au sol. Et la température extérieure doit au moins être supérieure à 10 degrés pour pas que l'abeille meure de froid. Mais pour un autre phénomène, c'est que la température dans la ruche est en permanence de 35 degrés Celsius. Donc, en hiver, elles vont générer de la chaleur, les abeilles, pour maintenir la température. Le but du jeu étant de maintenir la reine en vie. Et en hiver, en été, elles vont ventiler pour justement permettre de rafraîchir l'intérieur de la ruche. Alors, pour les sources d'approvisionnement, elles se trouvent dans un rayon de 1 à 12 kilomètres. Mais les abeilles, elles vont toujours aller au plus près, elles sont rentables. Donc, je vous donne un exemple. Là où moi j'avais mes ruches, entre autres, il y avait des bandes j'étais sur une ferme bio en permaculture. On avait installé à peu près pour avoir du miel de thym, 5 bandes de 30 mètres de thym, justement, pour produire un maximum de miel de thym, tout simplement parce que mon miel de thym, je le vendais à l'hôpital de Tarbes, majoritairement. Donc, comme des fleurs, ben, il y en a du printemps, il y en a toute l'année en fait des fleurs, hein, mais les abeilles vont surtout récolter à partir du printemps jusqu'à l'automne, non pas la fin de l'été, mais la fin de l'automne. Et en fait, elles vont aller chercher différentes inflorescences, ce qui fait que vous allez avoir différents types de miel, différentes couleurs de miel, différentes textures de miel. Pourquoi les abeilles font-elles du miel, allez-vous me dire? Bah, tout simplement, c'est pour nourrir la colonie d'abeilles, tout simplement. Les premières qui vont être nourries avec le miel, ce sont les larves. Après la seconde phase de développement, parce que au départ, toutes les larves sont nourries uniquement à la gelée royale, qui est aussi produite depuis justement le miel par les abeilles. Donc, les abeilles vont en stocker le plus possible l'hiver parce qu'elles ne sortent pas. Et il faut savoir qu'une ruche peut contenir jusqu'à 80 000 abeilles et produire entre 15 et 20 kilos de miel par mielée. Alors, une mielée, c'est par inflorescence, c'est-à-dire que vous mettez les abeilles dans un champ de tournesol, elles peuvent produire jusqu'à 15-20 kilos de miel de tournesol. Vous les déplacez dans une forêt, au moment où il y a les murs, etc., vous allez avoir du miel de ronce. Donc, elles peuvent faire entre 15 et 20 kilos de miel de ronce à ce moment-là, etc., pour la bruyère et autres. Le châtaignier, le sarrasin, tout ce qui a des feuilles. Donc là, maintenant, on va parler d'une propriété particulière de cet animal qui s'appelle la trophalaxie, du grec trophène, nourrir, et alacène, échanger. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles qui ont été faire leur petit tour, ce qu'on appelle les butineuses, vont, parce qu'il y a différents stades de vie hein, pour une abeille. Au départ, l'abeille, quand elle sort je parle que de l'abeille, on ne parle pas de la reine et des faux bourdons. L'abeille, quand elle sort de son alvéole, son premier job, ça va être de s'occuper des larves. Donc, elle va être nounou. Une fois qu'elle aura fini, une abeille, ça vit entre 45 et 65 jours. Hein. Donc, l'abeille va s'occuper des larves. Ensuite, elle va être en charge d'entretenir, faire en sorte que la ruche soit propre et reste parfaitement hermétique. Donc, elle va produire ce qu'on appelle de la propolis pour boucher les trous, éventuellement de la ruche. Et la propolis a aussi la particularité de permettre à ce que l'atmosphère de la ruche soit stérile. Ensuite, elle va devenir sentinelle, c'est-à-dire qu'elle sera postée à l'entrée de la ruche pour empêcher des intrus de rentrer. Il y a une partie aussi de ces sentinelles qui vont être en charge de récolter sur les abeilles le pollen.
et tout ce qui va servir à faire la propolis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le miella, et la sève elles vont nettoyer, en fait, elles vont nettoyer les abeilles pour récupérer ce qu'il y a dessus et en faire bon usage en fonction de soit faire du pain de pollen, qui est un mélange de pollen et de miel, donc qui est une source de protéines, et avec justement le miella, elles vont pouvoir faire la propolis. Donc, toutes ces abeilles ces abeilles sont des abeilles ouvrières en fait, d'accord? Donc, ce mode de transfert est utilisé donc par ce qu'on appelle les insectes hyménoptères. Donc, comment ça se passe? C'est que quand l'abeille butineuse arrive à l'entrée de la ruche, les sentinelles la laissent entrer. Là, elle est accueillie par des ouvrières qui vont la débarrasser donc du pollen, du miel et autres. Mais il y a des abeilles qui vont aussi, de bouche à bouche, récupérer le miel, qui est stocké dans le jabot social, qui est l'estomac social. Alors que l'abeille, pour pouvoir faire son job, va avoir besoin de carburant pour voler donc de la ruche à la fleur et de la fleur à la ruche. Donc, elle va utiliser son estomac, mais là, pour se nourrir, avoir du carburant pendant cette période, cette phase de vol. Donc, voilà une usine, l'usine, donc, comme vous pouvez le voir. Et vous savez, ici, en bleu, donc, l'estomac en haut, donc l'estomac social, juste après l'espèce de petite plante, ici, vous avez la tête au début, hein, vous avez une espèce de petite glande là. Et vous avez donc l'estomac pour l'abeille, donc qui va aller sur tout le circuit abdominal. Et en haut, là, vous avez ce qu'on appelle l'estomac social. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'estomac social, il y a une enzyme qui va directement agir sur le nectar pour qu'il se transforme en miel. Et à chaque passage de bouche d'abeille à bouche d'abeille, le miel va se transformer justement par cette action chimique de cette enzyme très particulière. Et en fait, le nectar va se modifier au niveau de sa structure et surtout, il va perdre en eau. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Donc deux abeilles qui font cet échange de nectar de bouche à bouche. Donc, comme je vous le disais, une abeille, c'est tout simple. Donc, on a trois types d'abeilles, les ouvrières, les faux-bourdons qui sont les mâles et la reine. Donc, je ne sais pas si j'ai mis après. Voilà. Donc, en fait, les abeilles, comme je vous disais, ont des rôles bien précis. Et c'est entre le 12e et le 17e jour de leur vie qu'elles vont commencer à fabriquer le miel, c'est-à-dire à être à l'entrée de la ruche pour récupérer le miel des butineuses, le stocker, le ventiler pour qu'il justement perde de l'eau, parce qu'il faut savoir que si le miel a plus de 17 ou 20% d'eau, il va fermenter et donc il va pas se conserver. Et une fois que le miel a atteint la bonne composition en eau, me demandez pas comment les abeilles le savent, je n'en sais strictement rien et personne ne le sait. Elles vont fabriquer de la cire pour obturer justement les alvéoles et permettre ainsi au, au miel de se garder dans un milieu sous vide. Donc voilà, donc ce que je vous expliquais, hein, là vous voyez l'abeille qui justement fait sa dernière régurgitation. Donc comme vous pouvez le constater, il y a des alvéoles qui sont moins pleines et d'autres qui sont bien pleines. Là, eh ben, quand elles sont bombées, là l'abeille va obturer avec une cire qui est une cire d'une qualité extraordinaire. Et donc là elle est scellée. Et là en fait, ce miel, qui est un sucre, va devenir un sucre simple parce qu'il est digéré et il ne demandera quasiment pas d'effort à l'organisme humain pour justement être assimilé. Il y aura quasiment pas d'action au niveau justement du système insuline, du pancréas, etc. Parce que justement ce miel est déjà prédigéré. Donc, de quoi est composé le miel? Alors, ça varie, comme je vous le disais, en fonction des plantes butinées. Un miel va porter le nom d'une inflorescence. Je vous donne par exemple miel de tournesol, qui se reconnaît très très bien parce que miel de tournesol, on dirait du beurre, hein. Euh,
Et en particulier, il faut savoir que c'est donné parce qu'il faut qu'il y ait au moins 10% de la plante de présence de la plante, d'éléments d'une plante pour qu'il soit étiqueté. Donc il y a un seul laboratoire en France qui fait ça, c'est dans les Pyrénées orientales à Gand et c'est l'entreprise Michaud qui est une entreprise si vous voyez lune de miel, etc., dans les magasins, c'est l'entreprise Michaud qui fait des montages de miel du monde entier, justement, pour fournir du miel dans les supermarchés, etc. Donc, je vous invite, petite aparté, je vous invite à privilégier le miel d'apiculteur du miel local. Vous faites une action, une très bonne action pour les apiculteurs et vous vous évitez de consommer éventuellement, excusez-moi, mais pour l'avoir constaté, de la cochonnerie. J'ai vu arriver des camions de Chine justement pour le miel. Donc voilà, ça c'est une entre parenthèses. Donc le miel est composé à entre 19 et 20% d'eau en général, de 75 à 79% de sucre, 1% de pollen. C'est comme ça que l'on reconnaît qu'un miel est soit de tournesol, de ronces, d'acacia ou autre, d'acides aminés, de sels minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines diverses. C'est un produit vivant. Parmi les oligo-éléments, on va retrouver du calcium, du magnésium, du phosphore, du fer, du cuivre, du potassium, du manganèse, du silicium et du sodium. Donc autant d'éléments qui vont être extrêmement importants justement pour notre fonctionnement organique. Dans les vitamines, on y a tout le de la B1 à la B9, hein, donc pour tout ce qui est processus de croissance, système nerveux, musculaire, protection nerveuse, digestive, métabolisme glucidique, lipidique, protéique, protection cutanée, réaction biochimique, processus de croissance et de reproduction. Je vais vous prendre un exemple sur la B6 qui est important. Moi, quand je me coupe, quand je me fais une plaie, je n'utilise jamais d'antiseptique. Je me lave avec du savon de Marseille de la plaie et je me fais un cataplasme avec du miel. Les résultats sont juste phénoménaux parce que justement, dedans le miel, il y a de la vitamine B6 qui a une action très bénéfique pour la peau. Se faire un masque au miel, c'est juste extraordinaire en termes de résultats derrière, quoi. Alors, hop là, on revient en arrière. Alors, le miel est stérile naturellement. Je vous disais tout à l'heure que moi, je produisais beaucoup de miel de thym. Pourquoi? Parce que j'en revendais la majorité à l'hôpital de Tarbes. Et en fait, il était analysé parce qu'il devait subir des tests pour s'assurer de son innocuité. Donc un miel bien récolté dans de bonnes conditions, de toute façon, il est stérile, il est naturellement stérile de par justement ses composants. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. En fait, il est aussi stérile parce que le taux de sucre fait que ça stérilise aussi le miel. Donc, le miel a différentes propriétés génériques que vous pouvez voir ici, anti-anémique, antiseptique, cicatrisant. C'est un antibiotique naturel grâce à une substance qui s'appelle l'inhibine. On dit qu'il a une propriété apéritive, c'est-à-dire qu'il va stimuler l'appétit, il va calmer la touffe, il est digestif. Pourquoi? Parce qu'il facilite l'assimilation des autres aliments. Il peut être diurétique, énergisant, émollient, c'est-à-dire qu'il va détendre les tissus inflammés. Donc, comme je vous le disais, sur une plaie, c'est parfait. Il va permettre aussi de combattre la fièvre. Il est laxatif, sédatif, calmant, anti-stress. Il va suppléer les déficiences puisqu'il est riche en nutriments, il va être reconstituant, stimulant du système immunitaire, tonique cardiaque, fixateur classique. Enfin voilà, c'est juste un produit, c'est une véritable pharmacie. Un pot de miel, c'est une pharmacie. C'est ce qui explique que jusque dans les années 60, le miel n'était pas vendu dans les boutiques à titre de consommation. Il était vendu uniquement en pharmacie comme un produit de soin. Il n'y a que depuis les années 70 que le miel est devenu un objet de consommation et un moyen de faire de l'argent, tout simplement.
Donc, comme je vous le disais, un miel ne peut porter l'appellation monoflorale qu'à partir du moment où il y a 10% d'un type de nectar. Donc, quand ce n'est pas possible à déterminer, c'est pour ça qu'on va avoir des miels de printemps, des miels d'été, des miels d'automne, quand là, ben, il y a un peu trop de tout dedans et que, en fait, on va pas pouvoir déterminer quelles vont être ses propriétés vraiment majeures. Vous mettez des ruches au milieu d'un champ de lavande, il est clair et net que la probabilité, comme je vous l'expliquais au départ, les abeilles vont au plus près, vous allez avoir du miel de lavande. Vous les mettez au milieu d'un champ de colza. Bon, c'est pas recommandé parce que le colza bio, ça n'existe pas, ou très peu. Ça va être très difficile. Ça va être, voilà, vous allez avoir que du miel de colza, etc. Donc, et au goût, on peut retrouver, moi j'avais fait une fois j'avais fait une production de miel de poirier dans un verger bio, poirier. Le miel était juste extraordinaire. La florescence est très courte. Pour le poirier, c'est moins d'une semaine. Et le miel avait un goût de poire, mais qui était juste fabuleux. Il est parti comme du petit pain, hein. Donc, voilà, on va passer en revue quelques miels que l'on retrouve de manière assez courante. Le miel d'acacia. Alors, le miel d'acacia est plus ou moins en voie de disparition puisqu'on voit de moins en moins d'acacia fleurir. Donc, c'est un miel qui est très liquide et qui est jaune très très clair, qui est vraiment jaune citrin. Donc, il va avoir des qualités antispasmodiques. Donc, il est bon quand on a mal au ventre, hein. Il est calmant, digestif. Il va permettre d'expectorer. Donc, c'est un miel de printemps. Donc, les tout de printemps, ben, c'est très bien de pouvoir utiliser du miel d'acacia. Il est très riche en nutriments, donc il est reconstituant, diététique parce qu'il est surtout constitué de fructose. C'est ce qui fait qu'il a cette qualité. Plus un miel est liquide, plus il est riche en fructose. Plus un miel est riche en glucose, plus il va se solidifier. Il est sudorifique, c'est-à-dire qu'il va faire transpirer. Et on peut l'utiliser en cas d'incontinence et d'énurésie. Vous avez aussi donc, les flûtes, le miel. Oh, on continue. Le miel. Trop de clics, tu le cliques. Le miel de tilleul. Donc, lui, il est, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus épais, donc il est plus composé de glucose antispasmodique, digestif. Je vais pas vous les passer tous en revue comme ça. Il va favoriser. Bah, comme le tilleul, hein. Vous voulez dormir, vous prenez une tisane de tilleul, bah, lui, il va avoir le même effet, en fait, hein. Donc, c'est un miel qui va avoir des propriétés plutôt calmantes sur le système nerveux. Le miel de thym, bah, c'est le thym, on le reconnaît pour ses actions antiseptiques et digestifs. Donc là, bah, forcément, hein, pour tout ce qui est infectieux, voilà quoi. Le miel de thym, c'est vraiment la panacée, hein. Donc c'est pour ça que moi je le vendais donc à l'hôpital parce qu'il servait à faire les pansements en chirurgie orthopédique. Le miel de tournesol, alors comme je vous le disais, c'est étonnant parce que on dirait du beurre en fait. Donc c'est un miel qui est très très riche en glucose parce qu'il est très épais. Donc on est et je vous promets quand on le gratte, on dirait vraiment qu'on gratte une paquet de beurre et il est anti-cholestérolémiant. C'est-à-dire, et anti-artériosclérose, c'est-à-dire qu'il va permettre de réguler tout ce qui est dépôt de plaques de graisse donc dans les artères mais aussi tout ce qui est le taux de cholestérol dans le sang. Le miel d'oranger, ben, la fameuse fleur d'oranger qui va favoriser le sommeil. Donc ça, c'est un miel liquide, donc fructose. Le miel de Bourdaine, alors celui-là, il est extraordinaire en termes de goût. Moi, je l'adore. C'est un miel, moi j'aime beaucoup les miels foncés, hein. C'est des miels très très riches en nutriments. Plus un miel est foncé, plus il est riche en propriétés nutritives. Alors, il est excellent pour tout le système digestif. Le miel de bruyère, eh ben, le miel de bruyère, ben, particulièrement dans les anémies, mais aussi tout ce qui est voie urinaire en particulier. Lorsque vous avez une cystite, ça marche très très bien. Si vous pouvez même vous faire une tisane de fleurs de bruyère quand vous avez une cystite, c'est royal. Alors celui-là, il a un goût extraordinaire. On le trouve surtout ben, en Bretagne, bien évidemment, hein. C'est un miel qui est assez fort en termes de goût. Il est anti-anémique. Donc les miels foncés vont justement être beaucoup plus riches en fer.
Et celui-là, la particularité d'être vraiment très très puissant pour tout ce qui est renforcer le système osseux. Donc pour les personnes avancées en âge, c'est un excellent miel. Le châtaignier aussi, ben, il est fabuleux. Donc, il va aussi accélérer la circulation sanguine, anti-anémique, diurétique. Il est vrai aussi, il va aider aussi à la cicatrisation des plaies parce qu'il est très très riche en vitamine B6. Et comme vous pouvez le voir, ben, le miel, c'est du miel, mais tous les miels ici ne se ressemblent pas. Et si vous voyez le dernier en particulier, ben, qui est très, très foncé et quasiment noir, ça, c'est ce qu'on appelle du miela, qui est récolté uniquement quand il fait très, très chaud, que les arbres vont perdre leurs feuilles pour se préserver en termes d'humidité et qu'ils vont produire, exsuder de la sève. Mais aussi, il est fait avec du caca de puceron. Les abeilles adorent le caca de puceron comme les fourmis. Alors, comment consomme-t-on le miel? Eh ben, pas n'importe comment. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusque dans les années 50, on ne le trouvait qu'en pharmacie, alors que maintenant, c'est devenu un produit de consommation récurrent. Alors, on le consomme si possible à jeun, à raison d'une cuillère à café pour les enfants et à soupe pour les adultes. En général, on évite de le donner trop jeune, parce que justement, c'est quand même que du sucre. Donc, on attend en général que les enfants soient des enfants, c'est-à-dire à partir de 7 ans, pour leur donner du miel si possible. Donc, on doit le consommer avec modération, même si sa valeur énergétique n'est que de 300 kilocalories pour 100 grammes contre 400 pour les autres sucres. Donc, prendre soin de sa santé, c'est bien, mais il faut prendre soin aussi de sa ligne. C'est pas quelque chose, bon, bah, sur lequel il faut se venger aussi à la place du pot de glace quand on va pas bien. Alors, comment va-t-on choisir un miel de qualité? Alors, au départ, au moment quand le miel vient d'être récolté, tous les miels sont liquides, sans exception, plus ou moins fluides et visqueux, mais ils sont tous liquides. Ils vont cristalliser à une vitesse variable. Alors, un miel de fructose comme l'acacia ne va pas cristalliser. Un miel de colza, de colza, de tournesol va cristalliser rapidement. Pourquoi? Parce que justement, il y a beaucoup de glucose, donc il va devenir plus pâteux. Et vous devez voir, vous avez dû voir la différence déjà sur des étals d'apiculteurs. Donc, en fait, un miel qui cristallise, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il est toujours vivant, qu'il n'a pas été pasteurisé ni ultra filtré. Il faut savoir que dans le miel, vous allez retrouver quoi? Dans un vrai bon miel, vous allez retrouver des bouts d'abeilles, d'accord? Parce que des fois, ben, il y en a qui perdent une aile, il y en a qui perdent une patte, etc. Il y a des bouts d'abeilles, il y a du pollen. Il va y avoir il va y avoir des particules environnementales, mais ça pose aucun problème parce que c'est stérilisé par le miel. Et en fait, ça va lui permettre de rester vivant, tout simplement. Donc, tous les processus industriels permettent d'augmenter la durée de conservation du miel, bien que, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, les miels qui n'étaient pas ultra filtrés des Égyptiens à l'époque des pharaons sont toujours consommables. Mais le problème, c'est que là, ça va garder le miel liquide, ok, mais vous n'aurez plus aucune propriété nutritive de votre miel. Tout ce qui fait que le miel est bon pour vous, bah en fait, c'est acheter du sirop d'agave, ça vous coûtera moins cher, hein. Sincèrement, n'achetez pas du miel liquide de supermarché, de la fameuse marque qui viennent de Gand, là, de la marque Michaud. Vous achetez du sirop d'agave, c'est beaucoup moins cher. Ou acheter du sucre en poudre, ça vous coûtera moins cher, hein. Et en plus, il faut savoir que c'est bien foutu, il y a des enzymes dedans qui aident à la digestion du miel, hein. Donc, en fait, toute cette présence de résidus de pollen, de cire, de propolis, de machin, etc., eh ben, c'est ça qui forme les cristaux, en fait. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Plus de glucose, ça cristallise plus vite. Plus de fructose, ça reste beaucoup plus liquide. Donc, comme le miel d'acacia, les premiers cristaux dans le miel d'acacia apparaissent 2 ans après sa récolte. Donc, c'est vraiment ridicule, hein. On peut avoir des fois, je sais pas si vous avez vu sur certains pots de miel, il y a comme vous avez le miel qui est un peu plus, ça fait un peu comme une couleur caramel et dessus il y a une petite couche un peu plus blanche. En fait,
Cette mousse, ça veut dire qu'il y a très très peu d'eau dans le miel. Donc c'est tout à fait naturel. Ne le retirez pas ça, parce que c'est un bon, c'est ça, ben, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir. C'est un peu comme si sur la rillette vous enlevez le gras qui est dessus. Il est bon le gras. Voilà, ben, c'est pareil. Donc là, c'est une preuve que le miel, il contient peu d'eau, donc il garde toutes ses qualités nutritives et ses qualités justement de stérilité, etc. Donc, si vous souhaitez rendre au miel la fluidité qu'il avait quand vous l'avez acheté, alors on va le mettre dans une eau tiède, d'accord, à 30-40 degrés, à température de la ruche. Vous le mettez pas dans le micro-ondes, vous le mettez pas, voilà, surtout pas quoi. Mais si le miel a cristallisé, ben, vous le gardez comme ça. C'est que c'était sa life. Et si vous voulez pas de miel qui cristallise, eh ben, vous prenez des miels comme du miel d'acacia. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir bénéficier d'un miel qui va conserver justement son côté fluide. Alors, la loi européenne oblige à indiquer une date limite de consommation de 2 ans à dater de la récolte du miel. OK? Donc, si vous le mettez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, vous pourrez le consommer 30 ans après sans aucun problème parce que ça ne se périme pas. Voilà. Donc là, pareil, pourquoi je l'ai mis là? J'ai dû me tromper. Donc voilà, donc ça, on revient justement à l'époque des pharaons, comme je vous le disais, hein, le miel ne se périme pas puisque eux, on en retrouvait. Alors, dans une ruche, les abeilles ne produisent pas que du miel. Alors, donc, la gelée royale, qu'est-ce que c'est? C'est du supra-aliment qui va être réservé excusez-moi, aux abeilles, aux larves dès leur premier jour de vie et ensuite qui va servir uniquement à la reine. Comment ça se passe? Donc, toutes les larves sont nourries avec de la gelée royale au départ pour que l'abeille, enfin, que la larve devienne une ouvrière. Au bout du troisième jour, elle va être nourrie au miel. Ça en fera une ouvrière. Pour qu'une larve devienne un mâle, un faux bourdon, la larve va être nourrie pendant 5 jours à la gelée royale, puis après, elle sera nourrie au miel. Ça fera un mâle. Et pour qu'une reine reste une reine, elle sera nourrie toute sa vie uniquement à la gelée royale. Le pollen, eh ben c'est une des principales sources de nourriture des abeilles. C'est une source de protéines, puisqu'il faut savoir que 100 grammes de pollen équivaut à 500 grammes de viande de bœuf ou 7 œufs. Donc c'est juste un truc de dingue. La propolis, donc c'est ce qui est fabriqué, comme je vous le disais, à partir de la sève des arbres et du caca de puceron. Voilà. Et c'est un antiseptique et un cicatrisant. La propolis a d'autres propriétés merveilleuses, mais c'est pas le débat de ce soir. Et la cire d'abeille va servir au traitement des brûlures, des plaies et en cosmétologie. Oui, on met de la cire d'abeille. Bien entendu, on va la mettre sous forme de baume, pas sous forme de cire chaude. Quoique, j'ai connu bah, justement l'apiculteur qui m'a formé. Un jour, il s'est renversé de la cire d'abeille sur le pied. Donc, je lui ai dit surtout l'enlève pas. Donc, il a gardé la cire d'abeille qui s'est décollée. Donc, par-dessus, on a fait cataplasme de miel. La cire d'abeille s'est retirée au bout de 3 jours. Donc, je peux vous dire qu'une brûlure à la cire liquide, c'est du troisième degré. Au bout de 3 jours, il avait complètement cicatrisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la cire d'abeille? Ben, avec le miel, on fait plein de trucs. On fait des soins de beauté, d'hygiène maison contre l'acné. On fait des baumes. On retarde l'apparition des cheveux blancs. On traite les cheveux gras. On fait plein de choses. Il y a plein de recettes qui existent. On va aussi s'en servir pour des soins de beauté et d'hygiène corporelle. On fait des lotions, on fait des masques, on peut faire des produits de soins, on peut faire du collier. Plutôt que d'acheter un collier pour justement vous avez un problème à l'œil, je vous invite à prendre du sérum physiologique, du miel. Dans une seringue, vous prélevez de 10 centilitres.
de 10 millilitres, d'une seringue, ce que j'appelle une seringue de 10. Vous prenez 10 de miel liquide, vous mélangez à 9 de sérum physiologique. Vous avez un excellent collier à pas cher, sain. Vous gardez ça au réfrigérateur et ça fait des miracles. Donc, santé et bien-être, ben voilà tout ce que vous allez pouvoir faire avec, soigner une diarrhée, prévenir le rhume des foins, soigner. Alors, prévenir le rhume des foins, il faut savoir que, il est reconnu que si, pour quelqu'un qui fait des allergies de saison, si vous consommez à petite dose homéopathique du miel, produit au plus proche de chez vous, c'est-à-dire l'apiculteur, il a mis ses ruches dans le secteur, genre un miel d'acacia produit sur votre village, etc. Vous allez avoir à ce moment-là un miel qui va réguler justement votre système immunitaire et il y a des gens qui se sont débarrassés de leurs allergies saisonnières grâce au miel. Donc on peut faire tout parce que ce que fait le romarin, vous allez le retrouver dans le miel. Ce que fait la plante, vous allez retrouver ça dans le miel, mais en version prédigérée, en version tout de suite disponible pour l'organisme. Et c'est juste génialissime. Il y a quelques précautions d'emploi. Alors, on dit diabétique, tu consommes pas de sucre. Alors, moi, je le tiens du professeur Henri Joyeux, qui est quand même un à qui à qui j'ai offert du miel, avec qui j'ai eu l'opportunité de discuter parce que j'ai assisté à certaines de ses conférences. Et comme c'est un sucre simple, donc comme je vous le disais, il ne nécessite pas l'intervention de l'insuline. Par contre, il n'y a que deux miels qui peuvent être que deux miels qui peuvent être consommés par les diabétiques, c'est le miel d'acacia et le miel de châtaignier. Les autres sont à proscrire et à éviter. Donc comme je vous le disais, ben, les bébés, il faut éviter pour protéger la future dentition, hein, et si possible, éviter de trop en donner jusqu'à l'âge de 7 ans. Et on évite avant 1 an si possible parce que c'est du sucre et le sucre garde quand même ses propriétés addictives. Il y a quelques rares cas d'allergie au miel, c'est moins de 2% des allergies alimentaires. Donc ça va se manifester par des douleurs abdominales, des démangeaisons du nez, des yeux, enfin une réaction, comme on dit, bah, allergique tout simplement. Mais c'est vraiment très très rare et moi de toute ma vie, ben, je n'en ai jamais rencontré. Donc, parler des propriétés du miel, ben, ce qui est bien, c'est pouvoir faire un cas clinique. Là, je vous présente ben, un chien que j'ai connu, hein, qui s'appelait Bio, qui était un superbe malinois, mais qui pensait que là où son musée passait, donc il pouvait passer. Donc, en fait, il y avait dans la propriété un grand portail qui devait faire plus de 2,50 m de haut. Et il avait l'habitude de passer par-dessus. Et un jour, ben, il a pas sauté assez haut. Et il y avait des espèces de pics au portail. Ben, il s'est fait une plaie on va dire, de 5 centimètres sur 5 centimètres avec un gros décollement du plan cutané. Alors, comme il avait tendance à se blesser tout le temps, moi j'ai dit non, on va s'en occuper nous-mêmes, hein, voilà. Et on l'a pas emmené chez le vétérinaire, donc on a fait les soins nous-mêmes. Donc, protocole de soins, bah, réfection du pansement avec détertion à l'agent colloïdal, hein, donc que j'injectais dans la plaie avec une grosse seringue, binigeonnage au miel de thym, puis à l'intérieur, pansement occlusif, et puis prenez tous les jours ces 5 millilitres d'argent colloïdal. Donc, au bout de 2 jours, ben, la plaie est plus propre, inodore. Il y a de la fibrine, alors c'est de la phopo, si vous voulez, qui apparaît. Le lambeau, c'est-à-dire la peau, a commencé à nécroser, c'est-à-dire ce qui était une situation normale, hein. Dans les escarres, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai procédé à l'ablation au bistouri de la fibrine et de la nécrose. Et à partir du troisième jour, j'ai quand même décidé de faire des photos parce que c'était quand même assez impressionnant. Donc voilà, voilà à quoi ressemblait la fameuse plaie du kiki chien, donc quand même pas anodin, hein. Donc voilà, au bout de 12 jours, au bout de 14, 16 jours, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez en un peu plus de 2 semaines à quoi ressemblait la plaie. Et comme on dit qu'il faut 21 jours pour qu'un processus se fasse, et ben au bout de 20 jours, voilà, le chien a complètement cicatrisé, les poils ont repoussé, ni chrome, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, bah, comme je vous le disais, bah, le miel, c'est aussi à l'hôpital. Pas qu'à l'hôpital de Tarbes, hein, le CHR de Limoges était particulièrement renommé pour ça.
On en retrouvait à Purpan, Saint-Brieuc, Montpellier, à Beaune, Nouakchott et bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres. Donc, c'est connu, c'est connu. Et moi, ce qui m'a permis justement, c'était un chirurgien d'origine marocaine qui avait goûté mon miel dans un magasin bio, qui m'avait contacté pour me dire, ben voilà, cherche du miel bio, et c'est comme ça que j'ai pu en vendre à l'hôpital de Tarbes. Et en fait, la personne alors, le professeur Descotes est mort à l'époque où moi je produisais. J'ai voulu rentrer en contact avec lui. Donc il était décédé et j'ai eu l'opportunité d'entrer en communication avec son assistante pour pouvoir justement savoir si je pouvais avoir des documents et autres. Et ben comme par hasard, l'ordinateur du professeur Descotes a brûlé. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, il faut savoir que il y a une étude qui a été menée en 2011, je crois que c'est en Pologne de mémoire, qui a démontré que le fameux miel très foncé, quasiment noir, le miel de Mélin, donc qui est issu de l'exsudat de résine produit par les arbres pendant les périodes de forte chaleur, mais surtout le caca de puceron qui se nourrissent de cette fameuse résine, eh ben, ce miel a des propriétés antiseptiques absolument fabuleuses grâce à cette fameuse molécule qui s'appelle la tréhalose, mais que cette tréhalose a aussi une propriété très intéressante justement en oncologie. Pourquoi? Parce que elle va permettre, alors c'est une propriété qu'on retrouve aussi avec la propolis, concernant toutes les masses tumorales. Elle va rétablir ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort naturelle des cellules. Toutes nos cellules se divisent, mais quand une cellule se divise, pour en donner une cellule neuve, la cellule mère est censée mourir. À partir du moment où la cellule mère décide non, bah moi je continue, c'est là qu'on va avoir formation de masse. Et ces masses tumorales, ben, elles ont besoin de créer des vaisseaux sanguins pour ben, se nourrir et rester en vie et continuer de justement fleurir. Une masse tumorale, c'est un excès de vie, justement. Donc, la tréhalose, justement de la propolis, va reprogrammer les cellules tumorales à refaire ce phénomène d'apoptose, c'est-à-dire que quand elles se multiplient, eh ben, la masse ne va plus grossir puisque la cellule mère va mourir, mais elle va aussi empêcher la formation de nouveaux vaisseaux sanguins au niveau de la masse tumorale, ce qui fait que ça bloque le processus de croissance des cellules tumorales. A contrario, il ne faut jamais, jamais prendre de gelée royale si on a une tumeur cancéreuse, tout simplement pourquoi? Parce que c'est très très riche en facteurs de croissance et le résultat, bah, qui dit facteur de croissance, bah, ça fait tout croître plus vite. Donc, résultat, bah, c'est pas bon du tout en cas de cancer. Donc maintenant, bah, un point qui, moi, me touche particulièrement, c'est point écologique aussi. Donc une reine peut vivre jusqu'à 4 ans, d'accord? Donc de mars à juillet, les abeilles, elles ne vivent que 45 jours et elles vont travailler de 15 à 18 heures par jour. Et les apiculteurs aussi, parce que bien entendu, il faut s'occuper de tout ça. Alors ici, vous voyez donc des abeilles ouvrières avec une reine au milieu. Alors la reine, elle a un point bleu, elle n'est pas née comme ça. Les points de couleur, c'est en fait, ça permet de déterminer quel âge a l'abeille, c'est-à-dire que c'est un vernis spécial, un bio, qui est mis dessus, et donc les apiculteurs savent quel âge quand ils voient une abeille, une reine, quel âge a la reine et quand est-ce qu'il va falloir qu'ils pensent à la changer parce qu'il va falloir faire en sorte qu'il y ait une nouvelle reine pour cette colonie pour qu'elle puisse continuer à vivre. Alors, je vous ai dit qu'une ruche pouvait monter à 80 000 individus, quand elle atteint ce stade, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les ouvrières vont automatiquement produire de nouvelles reines, c'est-à-dire qu'elles vont continuer de nourrir des larves avec uniquement de la gelée royale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ancienne reine, une fois que les nouvelles reines vont être prêtes à venir au monde, à sortir de leurs alvéoles qui sont particulières, c'est-à-dire que les alvéoles de larves classiques de faux bourdons et autres, elles sont plates, hein,
Alors qu'une larve, elles sont en fait, ça fait comme une bosse, comme une petite pyramide, et dedans, il y a une reine. Donc, l'ancienne reine va quitter la ruche avec la moitié de la colonie pour aller s'aimer ailleurs et créer une nouvelle colonie, en fait. Donc, elle va emmener à peu près 30 à 50% de la population. Et là, l'apiculteur va perdre son potentiel de production parce que ce qui se passe, c'est que les nouvelles reines vont se battre à mort jusqu'à ce qu'il en reste qu'une. Et tout le processus va reprendre en fait. Et là, ce qui se passe, en fait, là, j'ai écrit une bêtise, c'est la nouvelle reine qui va quitter la ruche. Et qu'est-ce qui se passe? La nouvelle reine va partir avec la moitié de la colonie. J'ai écrit une grosse bêtise et je m'en rends compte maintenant, ce qui prouve que tout peut se corriger à ce moment-là. Et donc, la nouvelle reine va quitter la ruche avec les faux-bourdons. Donc, vous avez une espèce de... En fait, comment ça se passe? Vous avez donc ce qu'on appelle la barbe. Ça ressemble un peu à ça qui va se former à la sortie donc de la ruche. La nouvelle reine va s'envoler. Tout cet amas d'ouvrières va suivre en formant comme une espèce de grande spirale montante, comme une espèce de tornade qui fait un bruit de moteur d'avion. Ça va monter en haut. Les faux bourdons vont monter jusqu'à la reine, vont féconder la reine. Elle va ainsi former ce qu'on appelle sa spermathèque, qui va durer pendant toute sa vie. Quand le faux bourdon a fécondé la reine, il meurt. Et quand tous les faux bourdons sont morts, là, bah, vous avez ce phénomène. L'essaim va se positionner à un endroit, le temps que les éclaireuses aillent chercher un coin, un endroit idéal pour que la colonie puisse s'installer. Donc un creux d'arbre, ou bien un apiculteur va passer par là, va récupérer l'essaim et, euh, et donc fabriquer, mettre en route une nouvelle ruche. Alors il y a quelque chose qui est assez drôle aussi à remarquer, c'est que ben, dans ces cas-là, les abeilles vont dans tous les sens. Et quand la reine, il y a certitude que on sait que la reine est dans la nouvelle ruche, hein, la nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle ruchette. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des abeilles qui se mettent à l'entrée de la ruche, le derrière en l'air, donc elles envoient des hormones et elles battent très très fort des ailes pour justement signaler, envoyer des hormones tout autour pour signaler aux autres abeilles, la reine est à l'intérieur. Et là, vous avez toutes les abeilles qui rentrent dans la ruche. Elles vont rester là le temps de fabriquer donc tout ce qu'il faut. Donc tout, alors les alvéoles sont déjà précadrés, hein, les cadres sont déjà prêts avec de la cire, etc. Donc les abeilles vont tirer les alvéoles pour fabriquer les alvéoles, vont s'occuper de la reine, vont la nourrir, etc. En attendant, parce qu'il y a justement de gelée royale, parce qu'il faut savoir que quand les abeilles quittent la ruche, vous ne risquez absolument rien à vous mettre. Vous pouvez mettre la main là-dedans, au milieu. Les abeilles, elles s'en foutent de vous. Pourquoi? Elles sont gavées de miel. Le seul truc, c'est de protéger la reine et de trouver un coin pour créer une nouvelle colonie. C'est tout ce qui les intéresse. Donc, quand vous avez une colonne comme ça d'abeilles qui monte, vous pouvez vous mettre en plein milieu. Vous ne risquez absolument rien. Et c'est juste phénoménal. C'est une expérience à vivre. C'est juste génialissime. Moi, j'ai trop kiffé. Donc, alors, qu'est-ce qui va réduire les productions climatiques? Les conditions climatiques, parce que dès qu'il fait froid, ben, comme je vous l'ai dit, hein, il faut qu'il fasse au moins 10 degrés pour qu'elles sortent. Donc, en dessous de 10 degrés, c'est foutu. Donc, elles vont entrer dans une forme d'hibernation. Et là, ce qui est particulier, c'est que ces abeilles, elles vont vivre plusieurs mois. Elles vont pas faire comme les ouvrières d'avant, vivre entre 45 et 60 jours. Là, ce sont les mêmes abeilles qui, pendant toute la période d'hibernation, donc ça commence en général vers octobre-novembre jusqu'à mars, en moyenne, mars-avril, ça va dépendre des températures. C'est exactement les mêmes abeilles qui vont former cette espèce de ballon de rugby qui va tourner comme un système TOR pour que les abeilles de l'extérieur puissent aller se nourrir, rentrer au milieu pour se réchauffer et ça tourne comme ça et l'abeille, la reine, reste au milieu de tout ça. Et donc les abeilles vont se nourrir autour avec ce qu'il y a de pollen, et de pain, ce qu'on appelle le fameux pain de pollen de miel, elles vont se nourrir et elles vont continuer de chauffer la ruche comme ça. Et elles passent en mode ralenti, en fait, au niveau de leur métabolisme, pour justement permettre de permettre à la colonie de passer cette période difficile puisqu'elles sont en privation de sources nutritives extérieures. Donc,
Quand les périodes froides sont trop tôt ou trop tard, les apiculteurs ben, mettent en place des systèmes, ce qu'on appelle des nourrissoirs hein, sur les ruches, pour pouvoir amener ce qu'on appelle des pains de sucre, hein, du fondant, pour qu'elles puissent se nourrir et on amène de l'eau, etc., pour que justement la colonie continue. Certains apiculteurs laissent ce qu'on appelle des hausses avec du miel hein, au-dessus, mais en général, les apiculteurs, ils raflent tout le miel hein, pour le vendre. Très peu gardent justement quelques hausses pour permettre aux abeilles de tenir le coup pendant cette période critique. Alors, le plus grand drame actuellement des abeilles, ben, c'est justement l'agriculture intensive. Actuellement, il y a, ben, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ben, vous allez avoir bientôt le pissenlit. Les abeilles raffolent du pissenlit. Le miel de pissenlit est juste extraordinaire, hein. Et ben beaucoup meurent à cause des pesticides balancés à droite et à gauche et elles ne reviennent pas à la ruche. Et une ruche qui n'est pas nourrie par l'extérieur, ben, elle va mourir. Et une abeille qui a des pesticides sur elle, elle va contaminer toute la ruche. Et je peux vous dire que pour l'avoir vécu, lorsque vous ouvrez une ruche et que vous voyez que toute la colonie est morte, ben, c'est un véritable crève-cœur. C'est absolument épouvantable. C'est vraiment waouh. Voilà. Et elle meurt aussi parce qu'il y a les eaux qui vont être traitées pour le bétail. Enfin, c'est une voilà. En fait c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe à vivre. Donc, il y a une citation qui est prêtée à Albert Einstein qui est que si les abeilles disparaissent de la surface du globe, ben, on n'aurait plus que 4 années à vivre. Et il faut savoir que les abeilles, parmi tous les insectes pollinisateurs, vont assurer la reproduction de 80% de l'ensemble des végétaux qui couvrent la surface du globe. Donc voilà. Et je peux vous dire que il y a une expérience qui est extraordinaire à faire. Si vous voyez une abeille en train de butiner, très gentiment, vous pouvez approcher votre doigt et la caresser. Elles aiment ça. Elle va se laisser faire parce qu'elle est occupée à butiner et c'est un moment ouais, c'est un moment génial. Moi, quand je trouve une abeille qui est au sol, qui a du mal, je lui file un petit coup de main. Je la ramasse hein, avec ma main. Elle va pas me piquer hein, parce qu'elle sait que je les aime. Une abeille ne vous piquera jamais si vous lui voulez pas du mal ou si vous n'avez pas besoin de sa piqûre. Je la ramasse, je fais un petit mélange de miel et d'eau dans ma main hein, directement, hein. Et puis je la laisse se reprendre des forces, etc. Donc elle va boire cette eau sucrée au miel, hein, tranquille. Je fais une petite goutte, hein, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Et puis elle va prendre un peu le temps de se requinquer, de se nettoyer, etc. Et puis j'attends qu'elle s'envole, tout simplement. Et ça dure une dizaine de minutes. Donc, si nous voulons continuer de manger des fruits et légumes, eh ben, en fait, c'est en amont qu'il faut agir, hein. Notre responsabilité va être juste, vous vous doutez bien que un agriculteur qui se casque comme ça quand il va traiter son champ, ben, c'est pas terrible, hein. Donc, notre système de consommation individuelle, ben, aider les apiculteurs locaux à justement pouvoir continuer d'acheter. Il faut savoir que quand on achète un essaim, ça coûte en moyenne entre 5,50 et 200 euros. C'est le prix d'une reine aussi, hein, parce qu'on peut favoriser la production de rennes et c'est nécessaire, hein, parce que pour aider justement les colonies à survivre, une ruche complète, ça coûte à peu près 500 euros. C'est quelque chose qui coûte cher. L'apiculture, l'investissement en apiculture n'est pas un investissement donné, hein. Elle nécessite des fois des soins parce qu'elles peuvent choper des parasites, etc. Donc tout ça coûte cher. Pour avoir un miel qui est certifié bio, les agréments coûtent cher. Donc, c'est aussi à nous, ben, en étant des consommateurs, ben, de favoriser une production locale de miel, sachant que même moi qui suis végane, je suis pour l'apiculture. Parce que sans l'apiculture, une apiculture propre, raisonnable, il n'y aurait plus d'abeilles déjà depuis longtemps et ce serait une véritable catastrophe à l'échelle mondiale. Donc oui, vive les apiculteurs et les aider, c'est un choix de consommateur. Donc voilà, comme je vous le disais, ben favorisons un achat, d'acheter moins
Éliminons tout le marché du tout chimique. Parce que comme le disait Coluche, il suffirait d'arrêter d'en acheter pour qu'ils arrêtent d'en faire. Donc favorisons ben, le bio. C'est pas la panacée, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est le moins pire. Et, euh, et en étant ben, des consommateurs, ben, on va pouvoir aider ce charmant petit animal qui est Maya l'abeille. Voilà, donc voici mes sources. Et ce document, bah, comme je vous l'ai dit, il a été réalisé sur ma propre expérience en la matière.